Alors, pour le premier 30 minutes, on va un peu donner le ton, vous raconter un peu la généalogie qu'il y a derrière cet espace de dialogue qu'on voulait créer ensemble avec vous. Ensuite, on va faire place à toutes les belles présentations qu'on va avoir durant les 2 prochains jours. Donc, je vais lire un peu parce que je trouvais ça à la fois intimidant et un peu audacieux d'avoir, comme le site l'imposait, là, la conférence d'ouverture. Je dois avouer que ça... Alors, je veux ça quand même convivial, mais je vais être un peu collée à mon texte pour les premières pages, question que je gagne en confiance. Donc, puis pour pas oublier des morceaux non plus. Donc, on est très ravis de vous retrouver dans le cadre de ce colloque de l'ACFAS intitulé « Agir ensemble pour démocratiser l'action publique en éducation et en santé services sociaux ». Par quelle pratique et par quel espace de collaboration? Donc, un long titre, mais qui porte déjà dans ses mots une intention de tisser des liens et de voir des problématiques sociales, organisationnelles, subjectives, de l'expérience vécue à la fois dans les réseaux sanitaires et scolaires. Pour nous, c'est de l'évidence, Simon Vivier et moi, et on aimerait que la chimie ou les réflexions puissent voir des liens qui sont portés dans ces différents réseaux par les chercheurs, mais aussi par les personnes qui s'y intéressent de plus près. Alors, cet événement est le fruit d'une collaboration entre Simon Vivier et moi, le CRIVAT, et l'équipe partenariale ARIMA du Centre Interaction du CIUS du Nord de l'île de Montréal, dont nous avons le plaisir d'avoir quelques membres ici aujourd'hui, dont Geneviève Grenier, qui est un peu l'organisatrice avec laquelle vous avez communiqué, qui filme, qui est une ressource précieuse pour un transfert de connaissances. Elle va nous en parler plus tard. Il y a aussi Jacinthe, Isabelle, des présentateurs là, du centre qui vont être ici aujourd'hui. Plusieurs membres du CRIVAT, mais je vais laisser Simon en parler un peu plus tard. Il y a aussi au cœur, c'est ça. Nous initions aujourd'hui 2 jours de rencontres, d'échanges et de réflexions interdisciplinaires, mettant en dialogue la sociologie, les sciences de l'éducation, psychologie, anthropologie et sciences de la gestion. On va aussi avoir des gens qui sont porteurs de ce cadre de référence-là. Ces 2 jours sont aussi l'occasion d'une rencontre entre différents angles et différentes échelles d'études. Il y en a parmi les chercheurs et les étudiants autour de la table, des tables, qui ont un regard beaucoup plus micro, dans la finesse, leur analyse va être dans la finesse de la théorie de l'activité avec des cadres de référence Vygotsky, de Yves Clos. On a aussi des gens qui sont porteurs d'un cadre d'analyse puis une finesse d'analyse à un niveau plus mésosocial où on saisit les enjeux de l'organisation du travail, les rapports à la normativité sociale dans une perspective plus sociologique. Donc, plusieurs échelles de réflexion. Des personnes, en somme, qui partagent un intérêt aussi pour les espaces de collaboration. Ces lieux de dialogue, de mise en sens de l'expérience, impliquant une pluralité d'acteurs dans des contextes institutionnels comme les réseaux scolaires ou socio-sanitaires. Je pense, et nous pensons notamment aux gestionnaires professionnels, citoyens concernés et leurs proches, souvent oubliés dans la démarche. Cette pluralité de perspectives ont, de notre point de vue, à Simon et moi, plusieurs points en commun. Et la présentation de ce matin que nous voulons faire, que je pose, a 2 objectifs. D'une part, essayer de dépoussiérer ou d'éclairer certains repères conceptuels pour enrichir les échanges qui vont venir durant les 2 journées, mais aussi de poser la question, qui est au cœur du titre, au cœur de nos réflexions actuelles, de la démocratisation des enjeux et dans une perspective qui est à la fois sociale, institutionnelle, organisationnelle et microsociale. Une démocratisation, je vais y revenir, qui est problématisée aussi et surtout à une échelle micropolitique, c'est-à-dire en prenant en compte les enjeux liés à ce que certains qui sont ici présents, comme je pense entre autres à M. Pierre Roche, liés à des enjeux de puissance d'agir, de pouvoir d'agir des professionnels, surtout des métiers de la relation, enseignants, travailleurs sociaux, sur leur organisation du travail, lorsque celle-ci empêche de leur donner un sens et de donner un sens à leur activité de travail au quotidien. On va y revenir plus en profondeur dans une théorisation. Donc, 2 objectifs, un peu des repères conceptuels à partir de notre expérience de collaboration et aussi un approfondissement plus autour du thème de la démocratisation. Alors, pour atteindre ces objectifs, je propose d'abord de revenir quelque peu sur la collaboration, comme je disais, entre Simon et moi.
pour donner sens un peu à vous sachiez un peu la genèse de cet espace. Donc, on s'est croisés comme étudiants autour d'un groupe de psychodynamiciens du travail, un des rares, sinon peut-être le seul de groupe interdisciplinaire en psychodynamique du travail au Québec. Jacques Rayon, ici présent, était un des fondateurs de cette initiative-là. Il pourrait en parler mieux que nous, mais il y avait aussi Marie-France Malanda, qui est une fine collaboratrice de Simon, Louise Saint-Arnaud, qui est une directrice de certains étudiants qui vont venir présenter aujourd'hui, et qui vont présenter aussi des travaux dont Jacques Rayon avec Isabelle Fortier. Au cours de ces années de collaboration où on était amené à réfléchir au travail, mais aussi à l'expérience subjective des travailleurs impliqués dans différents contextes organisés, on a acquis une épistémologie compréhensive et pluraliste, ainsi qu'une méthodologie de recherche-intervention relativement unique qui s'inscrit dans le champ des cliniques de l'activité du travail et de la sociologie clinique. Et là, je donnerai la parole à Simon pour nous parler un peu de ce cadre de référence-là qui est à la fois épistémologique et méthodologique, qui pour certains est extrêmement familier, pour d'autres qui sont ici dans nos deux jours, peut-être moins. Je pense entre autres aux sociologues impliqués au Crémis ou à Arima. Là. Donc, je pense que ça vaut la peine qu'on approfondisse un peu ce cadre de référence-là. Effectivement, l'idée est de donner les clés pour que tout le monde puisse se suivre. Comme on vient quand même de perspectives très différentes les uns des autres, et il y en a plusieurs qui viennent de la sociologie clinique, la clinique du travail au sens large. Donc, quelques mots, en fait. L'idée de clinique n'est pas au sens où on l'entend de manière générale quand on va à la clinique médicale, par exemple. Mais l'idée de clinique, c'est vraiment d'abord se rapprocher, créer un mouvement. En fait, au sens étymologique, c'est être au lit du malade. C'est être proche du malade, c'est pouvoir sentir, être au plus près de l'expérience, finalement. Et dans ce cas-ci, l'objet de la clinique, c'est le travail. Donc, c'est des méthodologies, les méthodologies qu'on va mettre en œuvre vont viser à être au plus près de l'expérience du travail. Dans un mouvement aussi, l'idée de mouvement est quand même importante. Un peu comme un médecin qui effectivement se penche vers le malade, commence à sentir, saisir l'expérience corporelle, corporelle subjective de la personne. Donc, c'est le même esprit, mais autour du travail, mais on peut aussi dire en termes sociologiques, la sociologie clinique, c'est une clinique du social, comme l'a déjà écrit Jacques, donc cette posture-là, mais auprès de phénomènes sociaux. Donc, l'idée de s'approcher des phénomènes sociaux en tant qu'expérience est extrêmement importante. Puis, globalement, quand on parle de clinique du travail, plusieurs vont parler de clinique du travail au pluriel. Donc, il y a différentes approches en clinique du travail, inspirées par, oui, la sociologie, mais la psychologie sociale également, par la psychologie, par l'ergonomie, par la psychopathologie du travail. Donc, plusieurs approches. C'est pour ça qu'on va parler de clinique du travail au sens large. Pensons, par exemple, Isabelle a parlé de la psychodynamique du travail, mais il y en a quelques-uns ici qui se réfèrent à la clinique de l'activité aussi, mais à la sociologie clinique. Il y a des membres ici du réseau de sociologie clinique qui sont parmi nous. Donc, ce sont des recherches qui sont menées vraiment avec les personnes, dans une perspective, je dirais globalement, sans vouloir trop m'avancer, mais dans une perspective transformative, c'est-à-dire de transformer la réalité sociale tout en produisant des connaissances qui vont pouvoir être utiles à la fois dans le champ scientifique et aux personnes qui s'impliquent dans ces dispositifs-là. Donc, c'est ce que j'aurais dit de manière générale à propos du courant de clinique du travail de sociologie clinique. Exact. Et c'est comme une trame qui va traverser nos discussions, mais aussi qui va nous permettre d'aller au-delà parce qu'il y en a qui partagent pas nécessairement ce cadre de référence-là. Pour revenir un peu à notre petite histoire, donc, on a collaboré à une pluralité de recherches et interventions qui nous a permis de réaliser différentes formes, de comprendre différentes formes de travail, d'expérience de travail, surtout en lien avec les métiers relationnels comme infirmières, sages-femmes, les cadres intermédiaires, agents correctionnels. On faisait à la blague qu'on a été presque 7 ans dans un pénitencier à faire une grande démarche de recherche de clinique du travail, surtout les enseignants portés par Simon et Marie-France Malanda, les travailleurs sociaux. Et toutes ces expériences étaient marquées par évidemment des formes de plaisir, mais surtout, dans les dernières années, on parle depuis à peu près 2005, d'expériences de souffrance au travail, fragilisant la subjectivité et qui peinent des travailleurs et qui peinent à donner sens à une activité de travail.
C'était donc des souffrances qui s'exprimaient par différentes stratégies défensives, pour prendre les concepts de jour, affectant même parfois la santé mentale des personnes impliquées, et plus particulièrement des personnes exerçant, et ça c'est les résultats un peu de ces recherches-là qui le démontrent, exerçant des métiers de la relation et aussi un rôle de cadre intermédiaire. Hein, puis Madame Fortier-Isabelle étant une experte de ce milieu-là davantage. Il s'agissait souvent aussi de souffrances produites par des nouvelles formes d'organisation du travail dans ces différents réseaux d'action publique, que ça soit sanitaire, scolaire et autres. Et on voyait déjà à l'époque poindre les réformes institutionnelles qui misaient sur la productivité, les restrictions budgétaires, l'évaluation individualisée de la performance, des méthodes de gestion flexibles, misant à la fois sur une participation, sur une mobilisation subjective qu'on connaît tous ici. Je pense qu'on partage même toute une certaine réflexion critique en rapport à ce qu'on appelle encore ad nauseam la grande nébuleuse, la nouvelle gestion publique et du lean management. Nous constations aussi comment ces changements dans l'organisation du travail fragilisaient les collectifs de travail, c'est-à-dire, au sens de jour, les espaces où se déploie la coopération, la confrontation porteuse de règles communes de travail et aussi avec des acteurs vivant une pluralité d'expériences, comme on parle un peu des processus déontiques. Par la suite, pour reprendre un peu le fil de notre histoire, nos chemins sont séparés, Simon et moi. Moi, je suis allée plonger dans la réalité des pratiques alternatives d'intervention sur le travail au Brésil, notamment dans le réseau de santé mentale publique, pour développer une certaine sociologie critique des organisations dont j'espère avoir le temps de vous rendre compte maintenant. Alors que Simon a davantage ouvert les oreillères à partir d'une analyse fine des conseillers d'orientation au niveau de la clinique de l'activité, inspiré notamment de l'ergonome Yves Clos. Psychologue. Oh. Mais avec un cadre de référence lié à l'ergonomie, mais désolé. C'est au cours de certains colloques de sociologie de santé mentale que on s'est retrouvé autour des termes porteurs comme la politisation de la souffrance que Simon Vivier mettait de l'avant dans ses écrits, dans ses présentations. Donc, une idée du politique qui émerge dans le rapport à cette souffrance-là qu'on analysait dans nos travaux depuis plusieurs années. Une autre façon de voir le vécu au travail pour redonner un peu la puissance d'agir au sujet sur son expérience, mais aussi, pourquoi pas, sur le cadre de travail qui empêche le plein déploiement du sens au quotidien. De mon côté, j'étais avec la découverte de nouveaux dispositifs de formation et de collaboration inter-sujets impliquant à la fois des destinataires de santé mentale, des professionnels, des gestionnaires, qui était nommé au Brésil RODA, c'est-à-dire Cercle citoyen, où on met de l'avant un sens, un dispositif socio-culturel misant sur la gouvernance collaborative, où on met au cœur une volonté de agir sur les inégalités sociales de pouvoir. Donc, de nos côtés, chacun de notre côté, on était dans quelque chose qui voulait trouver des alternatives, qui voulait observer les actions collectives, les collectifs de travail résilients, sans utiliser ce terme comme tel, mais qui pouvaient développer une conscience de leur puissance d'agir pour transformer leur contexte de travail. Nos échanges et nos collaborations ont mis en lumière, entre autres, l'intérêt pour une compréhension non seulement des différentes expériences subjectives du travail empêché, mais donc, comme je le disais, des formes d'action collective pour agir sur ces cadres-là. On partage d'ailleurs une vision de la santé, de la santé mentale, qui s'inspire de Canguilhem, dont Simon va nous parler un peu, qui allie justement cette perspective-là de puissance d'agir. L'idée dans les cliniques du travail de manière générale, pour nous, le travail est central. À la fois au regard, une centralité à la fois subjective pour la construction des personnes, mais aussi politique, une centralité politique. Et donc, comme je disais tout à l'heure, les cliniques du travail vont s'approcher le plus possible du travail pour voir comment il peut permettre aux personnes de se construire finalement, subjectivement. Et la définition qu'on va avoir de la santé, en tout cas qu'on partage Isabelle et moi, s'appuie sur des travaux notamment de Pierre Roche, mais de d'autres, Yves Clos entre autres, où on va dire le travail est une activité qui permet la subjectivation, qui permet de se construire. Mais parfois, lorsqu'on est dans une organisation du travail qui ne permet pas, par exemple, de mettre du sien dans son activité de travail, de mettre de soi dans son activité de travail,
ou encore lorsqu'on on est dans des organisations qui ne reconnaissent pas, qui dénient, qui méprisent ce que l'on met dans notre activité de travail, on se retrouve dans des situations qui affectent fondamentalement la santé, que ce soit en positif ou du côté pathogène. Et ce que va dire Kant Guilhem, en fait, sur la question de la santé, c'est se sentir en santé, c'est d'abord subjectif. Ce n'est pas nécessairement mesuré par des indicateurs biomédicaux, mais c'est une santé subjective. Se sentir en bonne santé, c'est plutôt se sentir plus que normal ou conforme. Être capable de suivre des normes de vie selon lesquelles la vie vaut la peine d'être vécue. Se sentir capable de créer. Selon cette conception-là de la santé, la soumission à une réalité extérieure à laquelle il faudrait s'ajuster, s'adapter, c'est plutôt du côté de la morbidité, de la vie diminuée, rétrécie, de la dévitalisation, de la nécrose de la vie. Et donc, ça permet cette manière de poser le problème-là invite d'autres destins possibles à la souffrance au travail. Processus de résistance, de dégagement, répliques créatives, subversives, des destins qui soutiennent la défense de ce qui, fondamentalement, doit être défendu devant, justement, l'empêchement qui peut venir de l'organisation du travail. Donc, l'idée derrière le colloque, c'est de pouvoir, bonjour Nathalie, réfléchir sur comment on peut soutenir les travailleurs puis générer des connaissances aussi sur ce processus-là de reprise du pouvoir d'agir sur l'organisation du travail pour que celle-ci puisse devenir des conditions où l'on peut avoir une activité source de santé. Exact, merci. Et une question un peu centrale qui pose problème puis qui va être au cœur, on l'espère, des échanges aujourd'hui, c'est comment les acteurs, puis là je prends soin de dire acteurs parce que on veut ouvrir par-delà le professionnel, par-delà le travailleur à la personne concernée, aux citoyens concernés par les réseaux scolaires et socio-sanitaires, mais aussi peut-être les cadres et les gestionnaires qui sont là. Alors, comment ces acteurs-là, de différents métiers, de différents projets d'action au travail et dans le milieu des réseaux scolaires et socio-sanitaires, intègrent-ils dans leur conception de leur activité en train d'être réalisée dans ces réseaux-là, une certaine compréhension de l'organisation du travail, donc ça commence par une compréhension du cadre dans lequel on est en train d'agir et jusqu'à quel point je me permets de vouloir le transformer dans ma conception même de mon activité professionnelle, de mon activité de personnes concernées dans ces réseaux-là, de mon activité d'étudiant. Et quelles sont ces actions-là menées sur les organisations du travail? Évidemment, on a un sérieux problème dans un point de vue, et là je prends mon chapeau de sociologue des organisations, c'est qu'historiquement, on est dans un travail structurel, dans une vision, une compréhension des organisations et particulièrement des bureaucraties professionnelles qui sont un peu quelque chose qui trame autour des réseaux à la fois socio-sanitaires et scolaires. C'est une division fondamentale du travail. C'est-à-dire qu'on va donner aux gestionnaires ce pouvoir ou ce rôle d'agir sur l'organisation du travail et aux professionnels de la santé ou aux enseignants le rôle d'agir sur le plan clinique, sur le plan de l'activité relationnelle du travail à autrui. Et c'est comme si, sur le plan de la compréhension que les personnes concernées par un métier du social vont avoir de leur rôle et de leur rapport à l'organisation du travail, évidemment, il y a le levier syndical, mais ça, c'est une autre histoire, mais dans leur rôle, dans une perspective micropolitique, le fait de dire « je vais agir sur l'organisation du travail », c'est l'autre département. C'est le département de la gestion. Et là, on est au cœur des tensions structurelles qui marquent la sociologie de la bureaucratie professionnelle, qui trame en quelque sorte dans les expériences vécues qui vont nous être transmises au niveau des différentes recherches actuelles. Donc, on a un défi sur ce plan-là même si cette bureaucratie-là est en transformation, même si on est dans des réseaux, elle est là, elle est présente dans une division implicite des rôles et des statuts. Et c'est à ça qu'on cherche à questionner. Évidemment, il y a toutes sortes d'enjeux, puis je vais passer rapidement à cause du temps, qui viennent
effriter ces rapports-là, comme le virage technocratique où on va dépersonnaliser puis donner un pouvoir extrême ou, en tout cas du moins, notable à la science, aux experts qui vont venir éclairer l'organisation du travail, qui vont venir éclairer la clinique. On a aussi, et ça, on va en être témoin par les différents résultats qui vont nous être présentés, un virage participatif et collaboratif, et c'est à celui-là qu'on décide de se pencher davantage aujourd'hui, où on va voir finalement une injonction se tramer le bout du nez dans les différents réseaux scolaires et socio-sanitaires à la participation des personnes concernées, des citoyens concernés, mais aussi une injonction à la collaboration interprofessionnelle, intersectorielle pour les professionnels et voire aussi les gestionnaires. Ces injonctions-là sont des leviers, des occasions de se rencontrer, des occasions de dialoguer ensemble, des occasions de se réunir, de parler. Jusqu'à quel point? Jusqu'à quel point on est devant la possibilité de démocratiser l'organisation du travail, de changer les rapports inégaux institués par les structures mêmes dans lesquelles se déploient ces espaces de prise de parole-là, jusqu'à quel point il y a des injonctions à la reddition de comptes, jusqu'à quel point on peut ouvrir des brèches au niveau des expériences de dialogue. C'est à ça qu'on veut se poser en problématisant le concept de démocratie en 3 minutes. Voilà, écoutez. Rapidement, peut-être juste pour faire patte blanche sur le cadre de référence, peut-être que j'irai pas sur la pluralité des perspectives en présence là, dans la diapo. Mais qu'est-ce qu'on entend par démocratisation? C'est un peu moi dans notre histoire qui a amené un peu, qui a porté ça, qui a mis ça de l'avant. Démocratisation, entendu, est définie comme un processus de subjectivation politique, et en devenir constant, pour faire vraiment écho avec certaines personnes ici présentes, qui favorise le pouvoir d'agir sur les inégalités. Et là, on se situe à une échelle micropolitique induite par un contexte organisationnel déterminé. Je m'inspire dans cette définition-là, en cela, de Rancière, et peut-être aussi un peu des échanges dans les colloques précédents que j'ai assistés qui impliquaient une réflexion autour des ouvrages de Pierre Roche, entre autres. Alors, c'est une démocratisation qui se vit finalement peut-être un peu aussi, puis je pose ça sous forme de question, j'ai pas de réponse absolue, mais une démocratisation qui se vit donc peut-être dans l'interruption et aussi par l'ouverture vers d'autres modes de subjectivation que ceux institués ou proposés par l'organisation du travail en son ensemble. Je passe sur les différents cadres de référence, là, mais peut-être, ouais, c'est ça, je pense. Alors, aujourd'hui, des conditions à la démocratisation de l'action publique, des conditions pour que on puisse être dans cette réalité-là. Il y en a plusieurs, et là, c'est mon petit réflexe de sociologue structuralisto qui ressort, mais je pense que dans les échanges qu'on va avoir, on pourrait se donner cette grille-là ou savoir qu'on est traversé par ces différents plans-là. Il y a évidemment des conditions sociales et institutionnelles de normalisation, je parlais tout à l'heure avec Monsieur Sossès sur le plan de l'injonction de la réussite qui traverse l'expérience de travail de l'enseignant quand il vit une interaction avec le jeune pour vraiment pleinement écouter, ça veut dire être transformé et transformer l'autre dans l'échange et la construction. Donc, ces plans d'injonction, de réflexion institutionnelle et sociale sont là. Évidemment, un cadre organisationnel, des conditions interpersonnelles, des conditions psychologiques. Je pense que j'ai tout le temps le goût de dire autour de la table, mais c'est pas tout à fait ça. Mais disons qu'on est dans une roda, puis c'est une table ronde là. Des gens qui vont maîtriser finement les conditions psychologiques de la démocratisation. Dans un cadre de référence très psychanalytique, on peut pas vraiment parler de démocratisation ou d'action politique parce que on a toutes sortes de déterminismes ou d'enjeux psychiques qui viennent empêcher cette pleine déréalisation-là. On peut s'inspirer de ça et je trouve que le colloque d'aujourd'hui est grandement porteur d'une réflexion aussi à cette échelle-là. Peut-être que des sociologues vont être plus frileux, mais je pense que dans la rencontre interdisciplinaire, on est devant quelque chose de bien. Évidemment, avec un regard centré sur le pourquoi de ces réseaux scolaires et socio-sanitaires, c'est-à-dire les populations dans le besoin. Je pense qu'il faut que j'arrête là. Mais je peux quand même peut-être, évidemment, nos recherches éclairent sur qu'est-ce que c'est ces espaces collectifs qui
peuvent être porteurs de démocratisation de l'action publique parce que, en toute transparence, évidemment, on fait l'hypothèse et on constate sur le terrain que c'est l'espace et le temps qu'on se donne comme collectif de travail, comme espace de dialogue, qui va être porteur ou garant d'une certaine prise en compte des inégalités sociales de pouvoir, des enjeux sociaux, institutionnels, organisationnels, et qui va nous faire toucher du doigt ou du cœur notre puissance d'agir sur le cadre qui empêche la production de sens au quotidien. Alors ça, c'est des pistes d'éléments qui viennent interpeller. Là, je pourrais rendre disponible ça. Je vais rapidement ici. Alors, peut-être terminer avec ça, si on me permet un petit 2 minutes. Ah ben non, parce qu'il faut que vous parliez après. Aïe, aïe. OK. Alors, quelles conditions pour favoriser la vitalité des espaces collectifs de prise de parole? On garde ça en tête je pense que vous avez toutes des pistes de réponse. Sur le plan institutionnel, je lance ça pour le débat. Je crois que ça nous prend des politiques publiques qui vont miser sur l'intégration des pratiques de gouvernance collaborative et participative. Je pense que c'est intéressant l'occasion qui nous est donnée en 2019 qu'on ait des ministères, des organisations, des gestionnaires qui misent sur des mécanismes plus collaboratifs et plus participatifs, qui veulent que les personnes concernées participent autour de la table, que les jeunes dans les programmes soient interpellés. Ça fait partie des conditions. Il y a des conditions aussi de l'institutionnalisation de ces espaces-là. On crée des réunions, on crée des comités. C'est une occasion, c'est une chance à saisir par rapport à ça sur le plan institutionnel. Au niveau organisationnel, évidemment, c'est de ne pas perdre de vue qu'on est tourné sur les besoins des populations, l'importance, comme je le mentionnais, d'un partage de temps et d'affect dans une pluralité d'espaces de prise de parole qui sortent peut-être aussi du cadre formel des rencontres et des comités qui peuvent être créés dans nos réseaux. Le partage d'événements critiques, c'est sûr que je n'ai pas à nommer tristement la jeune fille de Granby, mais je crois que quand on vit des situations plus intenses, peut-être pas aussi intenses que celle-là, c'est des occasions à saisir pour analyser l'organisation du travail puis saisir la possibilité d'agir sur le cadre. Une disposition des individus en cercle. En tout cas, les solutions sont multiples. Ils peuvent être aussi interpersonnels au niveau des échanges dialogiques. S'ouvrir aux performances plus disjonctives que je nomme, c'est-à-dire les éléments qui vont mobiliser plus l'affect, que ça soit la musique ou l'art. Vraiment, plusieurs conditions peuvent favoriser la vitalité de ces espaces-là. Et pour terminer, je crois qu'il est essentiel de redonner la parole à Simon pour qu'il nous situe... je suis perdue dans mes feuilles. Hein, Simon? Oui, tout à fait. Les 3 axes et un peu les éléments fédérateurs pour que Geneviève dise un mot aussi sur... Oui. C'est bon, merci. Excusez, t'as pitché la balle de même. T'as mis la table, Isabelle, très bien. On voit bien le structurel qui se déploie selon différents niveaux, le subjectif. On va prendre le temps d'y réfléchir dans aujourd'hui puis demain. Quelques mots sur la manière dont on a essayé d'organiser le colloque. Ouais. Vous avez soumis des propositions selon 3 axes. Certaines propositions sont plus au niveau d'enjeux théoriques, donc des réflexions théoriques sur les processus de démocratisation de l'organisation du travail. On a plusieurs présentations qui sont des études empiriques. Donc, on va avoir des résultats à partir desquels on pourra théoriser, à partir desquels on pourra réfléchir sur ce qui peut advenir de ces résultats-là. Et un 3e axe qui est plus la réflexion au niveau de l'éthique, de la production de connaissances, de la posture du chercheur. Comment on peut nous-mêmes, comme chercheurs, être impliqués dans les dispositifs de recherche que l'on met en place pour favoriser la démocratisation du travail, de l'organisation du travail, de l'action publique. Donc, c'est les 3 axes pour lesquels on a eu des communications. Je vous lance rapidement les intitulés de ce qui nous attend finalement pour les 2 prochains jours. Ce matin, on va commencer avec une séance qu'on a intitulée « Problématiser les inégalités sociales de pouvoir pour mieux agir par-delà le discours ». Et on va poursuivre l'avant-midi avec des présentations sur des prescriptions de collaboration en éducation, mettre en discussion les paradoxes et les alternatives. Cet après-midi, oui. C'est un bel exemple, juste pour dire qu'on a essayé de chaque demi-journée équilibrer entre réseau scolaire et socio-sanitaire aussi, pour voir vraiment la pluralité des perspectives.
Cet après-midi, on va discuter des espaces collectifs de délibération et de coopération qu'évoquait Isabelle à l'instant comme levier de puissance d'agir. Et on terminera la journée aujourd'hui avec une séance qui s'appellera « Accompagner l'intercompréhension pour démocratiser l'organisation du travail ». On devrait terminer la journée autour de 5 heures, je crois. Ouais. Et demain, on reprend avec une séance qui s'intitule « Inégalité de pouvoir dans l'organisation des services sociaux et de santé, défis professionnels et identitaires ». Ensuite, on aura une séance qui s'intitule « Discuter et réfléchir collectivement le travail, par quelle modalité, pour quelle finalité sociale ». Et on terminera en après-midi sur la collaboration interprofessionnelle, les défis de l'intégration des bénéficiaires et de leurs proches et des exemples de projets de collaboration innovants.